Bonjour à tous, je vais vous présenter nos travaux sur la modélisation de l'écriture manuscrite avec des courbes à points massiques. Donc, ce sont des travaux réalisés en commun avec Jean-Paul Bécard à Valenciennes, Lionel Garnier à Dijon et moi-même à Poitiers. Donc, l'écriture manuscrite, elle comporte des boucles, des points de rebroussement et des directions asymptotiques. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas forcément simples à modéliser avec des courbes. Et je vous avais présenté au mois de novembre à Marseille, au GIFIG, une sorte de cahier des charges pour savoir si les courbes à points massiques sont adaptées à la modélisation de l'écriture manuscrite. Donc on va commencer par les tracés de base. Donc en 87, Edelman et Flash ont proposé de construire les caractères à partir de ces différents tracés, les crochets, les boucles, les espèces de cuvettes, là, les unions et les ovales. Il faut aussi pouvoir tenir compte de la cinématique du tracé. Quand on fait un tracé, il y a la vitesse du tracé qui entre en compte, et sélectionner une partie de la courbe. Alors on va commencer par ce dernier outil. Donc sélection d'une partie de la courbe, on a ici une boucle et on aimerait pouvoir avoir soit la partie noire, la partie bleue ou la partie orange. Donc on fait ça avec un changement de paramètre homographique qui nous permet de sélectionner l'intervalle de variation du paramètre et de le ramener sur 0,1. En faisant ça, on calcule ce que ça donne en termes de points de contrôle massiques. Ça n'augmente pas le degré de la courbe que l'on obtient, mais ça introduit des poids nuls ou des poids négatifs. Alors par exemple, la partie noire qu'on a vu tout à l'heure de la boucle rose, là, on introduit, quand on fait la sélection de cette partie de la courbe, on introduit deux vecteurs aux extrémités en fait de la partie qu'on a sélectionnée, ou ici pour la partie orange, on n'a que des poids négatifs. Ça montre l'intérêt en fait de généraliser les points pondérés en points massiques. On a un point ou un vecteur, on ajoute un poids, positif, négatif ou nul, et on obtient les poids massiques. Sur cet ensemble, on rajoute des opérations d'addition et de multiplication par un scalaire pour avoir un espace vectoriel. Et quand on a un poids nul, on a ce qu'on appelle un vecteur de contrôle. Alors ces vecteurs de contrôle permettent de modéliser facilement un certain nombre de courbes. Par exemple ici un demi-cercle, on a besoin des deux points extrémités du demi-cercle et du vecteur directeur de la tangente, le vecteur P1, qui est le vecteur tangent aux extrémités. La courbe qu'on obtient a un paramétrage uniforme. Quand on met au paramètre 1,5, on a parcouru la moitié de la courbe. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas modéliser de cette manière-là avec des points pondérés. On avait expliqué ça au GIFIG de Poitiers en 2018. Un autre exemple qui nous permet d'introduire aussi quelque chose d'intéressant pour les points massiques, c'est si on veut modéliser avec une courbe de Bézier rationnelle la fonction cube. Donc on peut prendre ici 4 points pondérés, qu'on a décrit ici. Nous, ce qui nous intéresse, en fait, c'est pas la partie sur 0,1, mais c'est toute la branche, là, en vert. Donc l'intervalle 0 plus l'infini. On peut se ramener sur 0,1 via ce changement de paramètre homographique ici. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le point de départ, ici, Q0, et trois vecteurs. Donc le vecteur Q1, qui est le vecteur tangent à la courbe en Q0, le vecteur Q3 qui est le vecteur de la direction asymptotique, ici la direction verticale, et Q2, on ne sait pas où il est sur le dessin. En fait, Q2, c'est le vecteur nul. Donc il apparaît un vecteur nul de manière tout à fait naturelle dans la modélisation de la branche de la fonction cube. Alors ce vecteur nul de contrôle, il apparaît aussi dans d'autres circonstances. Par exemple, ici, on a les boucles, le folium de Descartes. Vous avez aussi montré ça en 2018 à Poitiers. Donc une manière de modéliser le folium de Descartes avec des courbes à points massiques, c'est de prendre le point de départ, ici, les deux vecteurs tangents selon l'horizontale et la verticale, et on a une courbe de degré 3. On peut faire pareil avec une autre famille de courbes qui sont des boucles, les lemniscates de Bernoulli, et on voit apparaître naturellement aussi un vecteur nul qui permet de rendre compte de la modélisation en termes de points massiques d'un lemniscate de Bernoulli qui est une courbe de degré 4. Alors, un point particulier pour ces deux familles de courbes,
c'est qu'on voit qu'ici on a les vecteurs tangents qui sont identiques aux extrémités, et au paramètre 1,5, on a une jonction qui est G1, c'est-à-dire qu'au cours du tracé, on peut changer de boucle. Donc ça montre aussi cet exemple qu'on a des boucles qui sont de degré 3, des boucles qui sont de degré 4, donc il faut savoir passer d'un degré à un autre, donc augmenter le degré d'une courbe. Alors quand on fait ça avec les points massiques, c'est un calcul assez simple, hein, qui est essentiellement résumé ici au point 3, et il s'agit simplement de la généralisation de l'algorithme usuel d'élévation du degré. Pour donner un exemple, hein, avec le folium de Descartes, c'est une courbe de degré 3, on aimerait la comparer à un Leibniz-4 de Bernoulli qui est une courbe de degré 4, donc on va élever au degré 4 cette courbe-là, on applique l'algorithme, on obtient la courbe rouge qui est bien la même en fait que la courbe en bleu, et qu'est-ce qui s'est passé au niveau des points de contrôle? Eh bien, on a là où on avait des vecteurs en position 2 et en avant-dernière position, eh bien maintenant on a des points pondérés et on a introduit ici un vecteur qui permet de contrôler en fait l'orientation de la boucle. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que l'algorithme d'élévation du degré transforme des vecteurs en points pondérés et réciproquement. Enfin, le dernier outil que l'on va utiliser, c'est un alphabet qui permet de caractériser par ces mots les différentes situations que l'on rencontre pour les différents tracés élémentaires. Alors, comment on va utiliser maintenant ces courbes à points massiques pour nos tracés élémentaires? Donc on va commencer par le crochet. Donc on peut choisir les deux directions asymptotiques, les deux branches en fait du crochet. Donc on choisit deux vecteurs. On a les droits de support de ces deux vecteurs. On choisit le point d'intersection, le sommet en fait. On va prendre une branche d'hyperbole, hein, c'est le sommet de l'hyperbole. Et par le changement de paramètre homographique, on arrive à sélectionner la partie qui nous intéresse de la courbe. Et ça correspond à un mot, hein, un vecteur, un point et un vecteur. On peut généraliser ça. Alors ici, hein, avec un vecteur, un certain nombre de fois le vecteur nul, un point pondéré et un certain nombre de points massiques pour une extrémité et de manière symétrique pour l'autre extrémité. En fait, l'introduction du vecteur nul permet d'ajouter une sorte de tension sur les asymptotes, c'est-à-dire qu'on peut, en introduisant le vecteur nul, on peut faire coller la courbe plus ou moins sur l'asymptote. Ça, c'est une propriété intéressante pour modéliser des crochets. Une autre manière de modéliser un crochet, c'est de partir d'un point de la courbe, d'une tangente en ce point, et d'une direction asymptotique. Donc la tangente c'est celle-là, et la direction asymptotique c'est celle-là. Et ça définit une parabole. Donc avec le changement de paramètre homographique, on sélectionne la partie utile que l'on veut de la parabole pour modéliser notre crochet. Et on a un autre mot ici, un point et deux vecteurs, qui se généralisent de cette manière-là. Voilà pour les crochets. On peut maintenant passer à la boucle. Alors la boucle, le mot correspondant c'est celui-ci, donc on a les deux extrémités et un certain nombre de points massiques, et on peut toujours sélectionner la partie utile de la courbe, mais on n'a qu'une condition nécessaire. Par exemple ici, cette courbe-là correspond bien au mot, mais visiblement c'est pas une boucle. Par contre, dans ce cas simple, on sait déterminer quand est-ce qu'on a une boucle ou autre chose. Alors pour ça, on va partir des deux vecteurs qu'on a aux extrémités. On va construire un troisième vecteur ici, qui est en fait entre les deux points des extrémités. Et en reportant ce vecteur vert, là, dz, dans un repère qui est lié aux deux vecteurs des tangentes, on arrive à partitionner le plan en différentes zones, donc ici avec les courbes rouge, bleu et grise, de telle sorte à ce que quand on calcule pour une courbe, ici cette courbe-là en orange, le petit vecteur dz, si le petit vecteur dz est dans cette zone-là, ici, en dessous des courbes rouges et des courbes bleues, on n'a pas de boucle. Si le vecteur dz est entre les courbes, on a une boucle. Si le vecteur dz il est juste sur la courbe grise, on a un point de rebroussement. Et si le vecteur dz il est de l'autre côté de la courbe grise, on a la situation avec deux points d'inflexion qu'on a vu comme exemple.
Voilà pour les boucles. Donc on va passer aux unions et aux ovales. Alors l'union est caractérisée par un mot comme ceci. On peut construire des unions du degré que l'on souhaite. La situation la plus naturelle qu'on pourrait avoir avec des courbes de Bézier, eh bien c'est avec 4 points pondérés. D'accord. Mais on peut aussi utiliser, comme on a vu, des vecteurs. Là, on a des demi-ellipses, et en fonction de la longueur du vecteur tangent, on a des demi-ellipses plus ou moins pointues. On peut, avec ça, modéliser des ovales, comme on va le voir là, maintenant, parce que pour un ovale, on a besoin de 2 arcs, parce que si le paramètre varie entre 0 et 1, on ne va pas arriver à avoir l'ovale complet. Donc on a maintenant ici ce mot-là, où ici on précise bien que le P0 ici et P0 là, c'est le même point pondéré. Le cas simple, c'est le cercle, hein, donc avec 2 demi-cercles. On peut aussi utiliser un arc d'ellipse ici et son complémentaire, alors pas son complémentaire avec le changement de paramètre homographique. Et plus généralement, on peut associer ici 2 arcs quelconques, hein, de symboles union pour former un ovale. On a nos tracés élémentaires, on va pouvoir assembler ces tracés élémentaires pour tracer des lettres. Alors ici on a tracé 2 lettres, la lettre L et la lettre E, donc pour faire l'article LE. D'accord. On s'est intéressé aux jonctions de ces tracés élémentaires. Comme on le voit sur la petite animation, les jonctions sont C1. Chaque fois qu'on change d'arc, le vecteur tangent change de, le vecteur vitesse change de couleur, et on voit que les 2 vecteurs se superposent exactement. Donc on a bien une jonction C1 continue. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a des points stationnaires. Effectivement, quand on va tracer un E, hein, ici, à un moment donné, on est obligé d'arrêter le tracé pour le reprendre. Et donc ça, c'est un tracé que les enfants apprennent à l'école. Hein. Donc on a vérifié sur les documents de l'éducation nationale. Et ces points stationnaires, donc là, on en voit un, là, le point bleu, et on continue avec le point rose sur l'arc vert, d'accord, sont introduits par des vecteurs nuls dans nos courbes. Donc ici, on a un mot qui permet de modéliser des situations où on a le point stationnaire. Donc on introduit le vecteur nul sur cet arc-là. Voilà. Alors ici, vous voyez, je fais partie du demi-cercle, j'introduis un vecteur nul donc juste avant P2. Ça a pour effet de pousser la courbe vers la tangente en P0, d'accord, sur le vecteur P1. Si on ajoute un deuxième vecteur nul, on voit que cet effet de tension sur le vecteur s'accentue. Et on voit aussi que si on a une situation symétrique, hein, donc si on introduit à la fois un vecteur nul juste après P0 et juste avant P2, on a une situation symétrique ici, la courbe en bleu. Ce qu'on voit aussi, c'est que la longueur de la courbe augmente. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop actuellement, qu'on ne maîtrise pas trop. Mais bon, voilà, en tout cas, on sait introduire des points stationnaires. Le dernier élément du tracé maintenant est de pouvoir contrôler globalement la courbe, par exemple pour faire des pleins et des déliés. Alors même avec des stylos billes, hein, si on regarde bien, si on agrandit, on fait des pleins et des déliés. Et donc il s'agit de construire autour d'un tracé, de pouvoir construire 2 courbes offset, hein, donc, et de pouvoir contrôler la distance de ces courbes offset à la courbe d'origine, pour pouvoir donner l'effet de plein et de délié. Alors c'est un problème qui se ramène au calcul de l'enveloppe d'une famille de cercles de rayons variables, et ce problème-là se résout facilement dans l'espace des cercles. Donc là, encore une fois, c'est par la structure des points basiques qu'on arrive à faire ces calculs-là. Un autre contrôle global, c'est la transformation géométrique d'un tracé. Si on veut l'agrandir, le faire tourner, hein, on écrit tous plus ou moins grand, on écrit tous plus ou moins penché. Alors une manière classique de faire est de bouger les points de contrôle avec
une matrice de rotation par exemple, mais là on s'est dit qu'on pouvait essayer de faire un peu autrement, essayer d'intégrer plus les transformations géométriques au point de contrôle. Alors ça marche en prenant des poids complexes et des vecteurs uniquement. On arrive à modéliser les rotations, les homothéties et plus généralement les similitudes. Donc ici, comme on a besoin de vecteurs, on a pour le moment que des coniques, hein, des branches ici d'hyperbole on a fait une similitude là, de centre ici z oméga. Hein, et il s'agit juste de multiplier correctement chaque point de contrôle par ce qu'il faut pour pouvoir faire tourner l'ensemble de la branche d'hyperbole. C'est un calcul simple sur les points massiques, hein, avec les coefficients auxquels on s'attend pour une rotation par exemple, et on utilise les propriétés géométriques des points massiques. Donc on espère généraliser ça à plus de courbes. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on peut joindre facilement des arcs de coniques, hein, en les positionnant correctement dans le plan. Donc ici, entre la courbe verte et la courbe violette, on a une jonction G1, et entre la courbe rouge et la courbe orange, on a aussi une jonction G1 en ce point-là. Voilà, donc il est temps d'arriver à la conclusion. Donc l'utilisation des courbes rationnelles à points massiques pour le moment est plutôt intéressante. Hein. On a pu modéliser l'ensemble des tracés élémentaires proposés par Edelman et Flash. On contrôle les aspects cinématiques des tracés des assemblages. On utilise toutes les généralisations qui sont amenées par les points massiques, donc les vecteurs et le vecteur nul. La suite, c'est de mieux comprendre, mieux maîtriser les assemblages. La contrainte que l'on a de paramétrage sur 0,1 et la cinématique, voir comment on peut s'arranger de ça, de mieux gérer les points stationnaires, où là il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait comprises, et de trouver les endroits où découper. Alors là, il y a classiquement, hein, en analyse d'image, on utilise les points dominants. Donc, est-ce que les points dominants sont une bonne idée ou pas? On n'en sait rien. Donc là, je vous ai mis les images de l'article de Cornic. Alors pour l'anecdote, Cornic, il a travaillé sur le Concorde. Ça, c'est juste une référence aux images que je vous ai montrées l'année dernière à Toulouse. Et là, vous avez les deux papiers qui ont été cités dans les transparents. Ici, les différents articles exposés qu'on a pu faire au JFIG et au GTMG. Et une petite annexe pour vous montrer comment on calcule le vecteur vitesse aux extrémités. Voilà, je vous remercie. Maintenant, on va tous répondre à vos questions.